Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, ici Sasa à l'antenne de RTI pour vous présenter le 3e volet d'un reportage sur les carabous. Les carabous sont l'une des ethnies comprises dans la catégorie Pingpu, c'est-à-dire les aborigènes des plaines qui ont été en contact étroit avec les Han pendant des siècles et sont donc considérés comme sinisés ou assimilés. Dans le premier épisode, je vous avais emmené à Puli, dans le centre de Taïwan, où les carabous vivent dans 4 villages pour célébrer avec eux leur nouvel an traditionnel. Ensuite, la semaine dernière, j'avais fait un focus sur la transmission de la culture, de la langue et de la mémoire à travers des interviews. Aujourd'hui, pour ce 3e et dernier épisode, je vais élargir un peu le sujet pour vous parler des Pingpu, ces aborigènes dits sinisés des plaines qui sont assez méconnus. Si vous avez écouté mon décryptage de jeudi dernier sur les députés qui représentent les autochtones au yuan législatif, vous vous souvenez peut-être que contrairement aux 16 ethnies reconnues officiellement par le gouvernement, par exemple les Amis, les Atayal, les Bunong, les Paiwan, les Rukai, les Puyuma, les Tao, etc., eh bien, les groupes Pingpu ne votent pas pour les représentants autochtones au Parlement. Ils sont en effet implicitement considérés comme ayant des racines autochtones, mais ayant perdu leurs racines et s'étant désormais fondus dans la culture dominante. En fait, cette logique, qui est un cadre imposé de l'extérieur, découle de la classification effectuée par les colons japonais, qui a été reprise par le gouvernement nationaliste du Kuomintang après la Seconde Guerre mondiale, et les implications perdurent jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire que cela correspondait aussi à la classification par la dynastie des Qing, d'un côté les sauvages crus, entre guillemets, ceux qui sont culturellement éloignés, et d'un autre côté les sauvages cuits, ceux qui sont culturellement plus proches de la culture chinoise. Pour rendre les choses encore plus complexes, ces groupes classés dans la catégorie Pingpu à Taïwan ne vivent pas tous dans les plaines, certains vivent dans les montagnes. Les groupes compris dans la catégorie Pingpu appartiennent aussi à la grande famille des Austronésiens, comme les autres autochtones de Taïwan. Parmi les Pingpu, il y a aujourd'hui les Ketagalan, les Basai, les Padzé et les Carabous, dont la langue est proche, les Papora, les Loas, les Luilang, les Trobiawan, les Kaukaut, les Honya, les Babouza, les Siraya, les Makatao, les Taiwan et les Kavalan, dont ceux qui vivent à Sinche dans le comté de Hualien ont été reconnus par le gouvernement central. Mais c'est une exception. Les carabous, après s'être déplacés il y a environ 200 ans depuis les montagnes de la région de Taichung, habitent notamment dans 4 villages près de Puli, mais on dirait presque que certains de ces villages sont des quartiers de Puli, car ils sont très proches de la ville. De nos jours, en raison de l'afflux de personnes de tous horizons, les carabous sont devenus minoritaires dans ces villages. Il y a aussi de nombreux mariages interethniques, bien sûr. Mais culturellement, les carabous conservent encore une identité singulière et continuent à perpétuer certaines traditions, en particulier le Nouvel An. D'ailleurs, je vous avais parlé de Wen Tingwen, surnommée Mian Mian, une jeune taïwanaise qui n'est pas d'origine carabou, mais qui est passionnée par leur langue et leur culture et qui a écrit et illustré un livre jeunesse bilingue sur les traditions du Nouvel An carabou. Pendant la période de la loi martiale, les Pingpu ont fait profil bas. À l'époque, être autochtone ou parler une langue locale était mal vu. La période était à l'assimilation et sous la dictature, il y avait comme une chape de plomb. L'émergence des différentes identités comprises dans les Pingpu et les recherches à ce sujet n'ont émergé qu'au moment de la démocratisation de Taïwan à partir des années 1990, ce qui a entraîné la libération de la parole, y compris chez les populations autochtones qui se sont alors mis à s'intéresser à leurs racines. Et cette recherche des racines s'est encore accentuée après le tremblement de terre de 1999 qui a gravement touché la région de Puli. Mais parmi toutes les ethnies autochtones de Taïwan, les groupes compris dans la catégorie Pingpu sont les plus méconnus, notamment parce qu'ils ne sont pas reconnus officiellement. Dans la préface de son livre sur le Nouvel An carabou, Mian Mian a confié que les recherches qu'elle a faites pour écrire ce livre lui avaient permis de briser de nombreuses idées reçues qu'elle avait sur les Pingpu. Je lui ai demandé lesquelles. L'une des idées reçues que j'avais sur les Pingpu, c'est qu'environ 80% des Taïwanais sont des Pingpu. En plus, à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs ethnies différentes parmi les Pingpu. Je me disais que, comme je suis née près de Puli, j'étais aussi d'origine Pingpu.
Mais après avoir connu les Carabous, je me suis rendu compte que je n'avais pas de lignée aborigène comme eux. Je suis plutôt Han en réalité. Notre culture, notre expérience de la vie est différente. Sur mon livret de famille, je ne suis pas Pingpu, je suis Han. Avant, je ne connaissais que les ethnies autochtones reconnues par la loi, par exemple les Amis, les Sédiques, etc. Et je les connaissais de manière superficielle. Par exemple, j'avais vu le film Sédik Bale et je pensais que les autochtones chantaient Hohayen, etc. En bref, je pensais que les autochtones devaient sûrement être comme ci ou comme ça. Je me souviens même que quand j'étais petite, j'imitais l'accent de certains autochtones. Avec le recul, j'ai pris conscience que j'ai manqué énormément de respect et que c'était déplacé. Je ne savais pas grand-chose sur les autochtones à l'époque et je me disais qu'ils avaient tendance à boire et à être joyeux. Ce n'est que par la suite que j'ai appris à mieux connaître les autochtones et la complexité de leur situation. Je croyais que les Pingpu avaient été complètement sinisés, mais quand je suis entrée en contact avec les Carabous, j'ai réalisé que cela dépend surtout du fait qu'on veuille ou non les voir et les connaître. Parfois, c'est parce qu'ils ne correspondent pas à l'idée qu'on se fait des autochtones, qu'on ne les considère pas comme des autochtones. Si tu vas vraiment à leur rencontre, tu découvres que leurs parcours historiques différents leur ont donné des formes culturelles différentes. Mais je crois que les problèmes auxquels les Carabous sont confrontés aujourd'hui sont les mêmes que rencontrent les autres groupes autochtones de Taïwan. C'est ce que j'ai découvert en discutant avec des Carabous et des autochtones d'autres groupes. Ce n'est pas parce que les Carabous ne sont pas reconnus qu'ils ne peuvent pas discuter de ces sujets avec les autres groupes. L'un des points intéressants pendant le Nouvel An carabou, c'est que de nombreuses autres ethnies ont été invitées à chanter et danser sur scène. Des Atayal, des Bunong, des Sédiques, des Padzé, etc. Et dans le public, il y avait aussi un professeur de Babosa et des jeunes Siraya qui ont participé à la soirée autour du feu, lors de laquelle les jeunes ont dansé pour perpétuer les traditions. Cela permet un dialogue entre les différentes ethnies sur les problématiques auxquelles ces personnes sont confrontées, notamment la revitalisation culturelle et linguistique. D'autre part, pour les Pingpu, comme les Carabous par exemple, c'est important de se voir en quelque sorte reconnus par leurs pairs grâce à la présence de ces autres ethnies. Les Padzé sont en train de demander à être officiellement reconnus par le gouvernement taïwanais et les Carabous envisagent de faire de même. J'ai demandé à Mien Mien ce qu'elle pense de ces projets. Qu'est-ce que cela changerait pour les Carabous d'être reconnus par le gouvernement central ? Le fait qu'ils ne soient pas reconnus, il y a du bon et du mauvais à cela. Le système gouvernemental comporte de nombreuses contradictions. La même politique est appliquée sans trop tenir compte des situations particulières. Par exemple, en discutant avec des Chao de la revitalisation de leur langue, ils m'ont dit que c'était très difficile car on leur demandait d'en faire autant que les Amis. Or, ils sont beaucoup moins nombreux et n'ont pas forcément les ressources suffisantes. En plus, les manuels d'enseignement des langues des ethnies reconnues sont structurés en fonction du mandarin, alors que cela n'est pas pertinent. En revanche, les Carabous n'étant pas reconnus par le gouvernement, la marge de manœuvre est plus large pour les manuels. On n'est pas obligé d'entrer dans un cadre. Par exemple, nous pouvons définir quels sont les mots importants à apprendre en fonction de la culture carabou et pas en fonction de ce qui est imposé comme traduction du mandarin. On n'est pas pris en otage par le cadre des manuels et on peut enseigner le carabou de la manière que l'on estime être la plus pertinente. Le fait de ne pas être reconnu officiellement a donc aussi des avantages, comme vient de le souligner Mien Mien, mais cela comporte aussi des inconvénients. Bien sûr, l'inconvénient, c'est que les Carabous passent inaperçus, et donc pour promouvoir leur langue et leur culture, il faut qu'ils fassent beaucoup d'efforts. Ce qui est le plus dommage, c'est que maintenant que les jeunes s'intéressent aux Carabous, il reste peu de ressources. J'ai été très chanceuse d'avoir pu connaître Pan De Sing et d'autres anciens. C'est ce qui m'a permis d'apprendre la langue de manière si approfondie. Mais c'est très rare d'avoir cette chance. Pour pouvoir être reconnus par l'État, il faut bien sûr montrer que leur identité est forte, qu'ils ont des traits culturels singuliers et que certaines personnes parlent encore leur langue. Or, nous l'avons vu la semaine dernière, la culture carabou est une culture en mouvement, voire même sur certains aspects, une culture en réinvention. Leur identité est en phase de reconstruction. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que cette revitalisation se fait bien sûr tout d'abord par les Carabous eux-mêmes, mais qu'elle connaît aussi un nouveau souffle ces dernières années grâce à Mien Mien qui enseigne le carabou aux jeunes et à Lin Hongray qui a écrit une thèse sur la langue carabou. Bien qu'ils ne sont pas eux-mêmes carabous, ils contribuent à cette revitalisation.
La particularité des Pingpu, c'est qu'au contact des populations Han, leur culture est devenue de plus en plus syncrétique. Elle ne s'est pas forcément perdue, elle s'est transformée. Par exemple, lors du Nouvel An Carabou, les gagnants de la course reçoivent différents cadeaux, dont une enveloppe rouge, hongbao, avec de l'argent dedans, un cadeau traditionnel dans la culture chinoise. Les costumes carabou ont été influencés par les habits des Han et Adunuk, une femme du village, nous avait dit qu'elle avait emprunté une coiffe aux Atayal pour aller sur scène. La musique sur laquelle les Padzé ont dansé est elle aussi influencée par la musique chinoise. Dans les villages, on trouve des églises qui côtoient des temples taoïstes dont certaines divinités seraient liées à la culture carabou, ainsi que des fresques et des mosaïques réalisées par Mian Mian ces dernières années qui rappellent l'identité locale carabou. Ces fresques sont le fruit de discussions au préalable avec les carabous qui ont déterminé ce qu'ils souhaitaient représenter. On trouve notamment les costumes carabou, la migration il y a 200 ans, le gong et son maillet en bois sculpté, très important dans la culture carabou, les maisons en bambou et en pierre d'autrefois, la chasse et le partage des animaux chassés, la confection des alakwe lors du Nouvel An, une chamane très connue qui lisait dans les plis des habits mouillés, le troc entre les carabous et les sédiques, deux populations qui se coupaient mutuellement les têtes, mais qui savaient aussi échanger les produits dont ils avaient besoin. Ces fresques permettent de rappeler que ce sont des villages carabous et cela fait partie du renouveau de leur identité. Bien que les carabous ne soient pas ou pas encore reconnus par le gouvernement central, ils sont déjà de plus en plus reconnus par le gouvernement local. Et c'est aussi le cas d'autres groupes qui font partie des Pingpu. Cela permet notamment de recevoir des subventions pour des projets culturels. À noter aussi que le gouvernement du comté de Nantou, où se trouve Puli, s'est associé au ministère de la Culture et à la Commission des Affaires aborigènes pour publier récemment un livre très intéressant sur les 200 ans de migration de différents groupes Pingpu vers Puli. Si l'on prend du recul, on peut se dire, comme le constate la linguiste de l'Academia Sinica Elisabeth Zeytoun, que finalement ce retournement de tendance d'une culture et d'une langue carabou en voie d'être oubliée à une culture et une langue en voie de revitalisation spontanée s'est finalement fait en seulement une vingtaine d'années, ce qui est remarquable. En effet, la langue carabou a été longtemps délaissée, y compris par les chercheurs qui pensaient qu'elle avait déjà disparu avant de découvrir qu'il y avait encore quelques locuteurs. En même temps, cette revitalisation arrive à un moment charnière où les locuteurs ne se comptent plus que sur les doigts et nous quittent petit à petit. Ce qui est particulièrement remarquable chez les carabous, c'est qu'ils ont la chance que cette revitalisation soit spontanée avec une participation active des jeunes qui ont envie de prendre le relais. Bien sûr, après le départ des anciens, un pan de la culture sera perdu. Les jeunes n'arriveront probablement pas à maîtriser aussi bien la langue. Mais l'essentiel pour eux est de perpétuer la mémoire et l'envie de faire vivre cette culture et cette langue. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. J'espère que cette escapade chez les carabous vous aura plu et enrichi vos connaissances. Mercredi prochain, si tout va bien, vous retrouverez la suite de la série sur les tiers-lieux à Taipei.